Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission un concept, la République démocratique du Congo à l'heure de l'état des droits, la justice congolaise à l'approche de l'indépendance et de l'équité. L'actualité ici au pays reste dominée par les différents procès en gestation, d'autres qui sont déjà en cours. Nous essayerons de parler de tout ça dans le cadre de votre émission, mais également de discuter autour de la coalition FCC Cash. Près d'une année et demie après, où est-ce qu'on en est? Quelles sont les avancées? Peut-on espérer mieux d'ici 5 ans? On aborde toutes ces questions d'actualité avec notre invité, qui n'est autre que le président de la Ligue des jeunes du PPRD, Serge Kadima. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci madame. La Ligue, vous êtes président, je crois que la dernière fois que je vous ai reçu, vous ne l'étiez pas encore. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la Ligue des jeunes du PPRD. Quelle est la particularité de Serge Kadima à la tête de cette ligue? Merci madame pour cette invitation. La dernière fois quand vous m'aviez invité, j'étais membre du PPRD, j'ai porté la voix du PPRD et aujourd'hui je suis président de la Ligue des jeunes. Je suis fier de continuer avec les combats de mes prédécesseurs au sein de cette famille politique, de ces grands partis politiques qui a un visionnaire qui s'appelle le président Joseph Kabila. En quoi résumez-nous un peu vos combats? Parce que c'est vague, c'est le combat de devenir ministre un jour, c'est le combat de devenir une autorité morale à votre tour. Quel est ce combat? C'est le combat de vivre son destin un jour. Et mon destin voudrait qu'aujourd'hui je passe par le PPRD. Et le PPRD, j'ai adhéré depuis l'avènement du président Joseph Kabila au pouvoir. Le PPRD n'était pas encore créé. J'avais en fait adhéré à la vision de quelqu'un, à la détermination de quelqu'un qui s'appelle Joseph Kabila. À l'époque, j'étais étudiant à l'université protestante du Congo, j'étais en premier graduat. J'ai vu un jeune président de 29 ans prendre les commandements de ces pays avec beaucoup de conviction, alors que le pays était déchiré en pratiquement 4 morceaux. Il a pris l'engagement de réunifier les pays, de renouer avec la communauté financière internationale pour relancer notre économie en cassant l'hyperinflation, en démocratisant les pays par l'organisation des élections. Et aujourd'hui, chose faite, qui a renforcé cette conviction et qui me met sur la trajectoire de mon destin. On vous entend déjà parler, on voit que Kabila, c'est carrément l'idole de la plupart des jeunes du PPRD. Pas pour la plupart. Vous ne vivez que pour Kabila. Kabila reste un modèle, non seulement pour la jeunesse du PPRD, mais pour la jeunesse du monde entier, particulièrement de l'Afrique. Kabila est bien au-delà de la RDC. Vous savez, le président Joseph Kabila, il est resté constant. Et cela doit servir d'exemple et de modèle pour toute la jeunesse. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce que vous dites aujourd'hui, nous sommes en 2021, vous devez être en mesure d'assumer ça en 2010, en 2030, en 2050. Le président Joseph Kabila avait promis de réunifier les pays, chose faite. Il avait promis de faire... Il l'a pas fait seul, il y a eu certains qui ont fait des concessions, il était là, on n'aurait jamais vu. C'était lui vu. le président de la République. C'était lui le président de la République. Vous savez, à 29 ans, vous devenez président de la République, avec tout le prestige de la fonction, accepter de partager l'espace présidentiel avec d'autres personnes. Il n'avait pas trop le choix à l'époque. Hein. Non, écoutez, nous savons comment d'autres dictateurs ont fini, ou comment d'autres dictateurs... Mais il n'avait pas les moyens de sa politique, il n'avait pas d'autre choix que de céder. Je pense que lorsque le président Joseph Kabila convoque les concertations nationales, il y avait la possibilité de continuer nous-mêmes. Mais il a dit, pour l'intérêt de la communauté congolaise, pour l'intérêt de notre pays, de nos compatriotes, il fallait organiser les concertations, afin de mettre ensemble toutes les couches sociopolitiques de la nation, au-delà du PPRD, au-delà de sa famille politique, qui était à l'époque la majorité présidentielle, pour qu'on réfléchisse, afin d'identifier les solutions pour mettre fin à la guerre du M23. Et réfléchir sur comment améliorer les sociétés de la population. Il a mis tout le monde ensemble et il y a eu l'ouverture, il y a eu des anciens ministres du MLC et d'autres formations politiques. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir les choix, c'est plutôt un problème d'avoir l'amour du pays. Et il en a. Et ce qu'on reproche, on va vraiment parler un peu de la Ligue des jeunes, c'est qu'on reproche parfois aux jeunes du PPRD, c'est ce manque d'ambition. Vous parlez d'un jeune à 29 ans qui est arrivé à accéder au pouvoir, mais on ne voit pas dans le chef des jeunes du PPRD aujourd'hui une telle ambition d'accéder ou de briguer un jour la magistrature suprême. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas mener un combat politique justement parce qu'on veut être ministre ou bien on veut être DG ou membre du gouvernement à n'importe quel niveau. Mais on mène un combat par rapport à un objectif. L'objectif qui est le nôtre, c'est d'abord l'amélioration des vies quotidiennes de la population. Vous avez eu 18 ans pour le faire. Hein? Oui,
pendant 18 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans ces pays, parce que n'oubliez pas Sauf l'amélioration des conditions de vie. Bon, c'est relatif. C'est relatif. On n'a jamais dit au PPRD qu'on atteint l'idéal. C'est relatif dans la mesure où, lorsque le président Joseph Kabila prenait les pouvoirs, nous avions un budget de 500 millions de dollars. Lorsqu'il quitte les pouvoirs, la loi des finances 2018 prévoyait un budget de plus de 5 milliards 700 millions de dollars. Donc, il y a eu une évolution. Nous avons enregistré la croissance dans notre pays qui nous a permis, pendant le choc, notamment le choc lié à la récession de 2008-2009, d'être résilient. Notre économie a été résiliente. Donc, ce sont des choses que le président Joseph Kabila a fait. Et aujourd'hui, il n'est plus président de la République. Il y a un nouveau président de la République. Il y a un nouveau pouvoir en place. Que ces pouvoirs-là puissent capitaliser ces tableaux et prendre ce qui est positif, garder les caps, ce qui est négatif, améliorer. Et c'est tout ce que nous demandons. Je reprends ma question. On trouve que les jeunes du PPRD n'ont pas d'ambition parce qu'ils ne jurent que par Joseph Kabila. Écoutez, c'est pas nous jurons que par Joseph Kabila. Écoutez, si le président Joseph Kabila n'était pas président de la République, peut-être qu'on n'allait pas créer les PPRD. Les PPRD a été créé autour d'une vision. Cette vision, c'est lui qui était le visionnaire, c'est le président Joseph Kabila. C'est tout à fait légitime que c'est lui notre guide, c'est lui notre leader. C'est ça la réalité. Alors, vous parlez de briguer la magistrature suprême. Tout le monde ne peut pas être candidat à la magistrature suprême. Nous sommes dans une famille politique, nous savons qui est qui a fait quel parcours, qui peut être en mesure de faire quoi que ce soit. Alors, tout cela est résolu autour d'un leader. Et c'est comme ça que, pour ce qui nous concerne, le président Joseph Kabila qui a été respectueux de la Constitution, il a été candidat en 2006, tout à fait naturel que nous puissions les soutenir. En 2011, nous l'avons fait. Et il y a eu des réflexions avant les élections de 2018. Et ces réflexions ont fait que les dévolus de toute la famille politique, ainsi que du président Joseph Kabila, soient jetés sur l'honorable Emmanuel Ramazan Shadary, que nous avons soutenu avec beaucoup de conviction. On va parler quand même de ce bilan de Joseph Kabila qui semble être remis en cause aujourd'hui sur fond de cette plainte de président, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'une structure, l'éveil patriotique, pour ne pas citer le pasteur Mukuna. Au niveau du PPRD, est-ce qu'il n'y a pas des choses à vous reprocher, que vous reprochez vous-même dans la gestion des affaires pendant 18 ans, pendant les 18 ans vous étiez au pouvoir? Bon, peut-être moi je peux intérieurement reformuler la question autrement. Vous savez, ce qui arrive avec la plainte du pasteur Mukuna, s'il faut l'appeler ainsi, c'est une trahison. Déjà sur le plan de la forme, il a tellement fauté qu'il ne fallait pas entrer en profondeur. La Constitution prévoit les mécanismes de qui est justiciable vis-à-vis de telle juridiction ou telle autre juridiction. Alors le pasteur Mukuna est tellement dans la confusion, dans l'amalgame, il est tellement manipulé que je m'interdis de faire sa publicité. On va pas faire sa publicité, mais on va parler quand même. Est-ce qu'aujourd'hui on peut on peut faire un pas en arrière pour essayer de voir ce qu'a été la gestion de 18 ans de Joseph Kabila? Bien sûr, je vous ai dit que nous ne sommes pas aujourd'hui en train de dire que nous avons atteint l'idéal, mais je suis en train de vous démontrer que dans ces pays, nous avons connu une croissance. Nous, les économistes, nous définissons la croissance comme l'accroissement continu des richesses d'un pays. Lorsque le président Joseph Kabila a passé, vous allez m'excuser pour la redondance, comme président de la République, nous avons un budget de moins de 500 millions de dollars. Lorsqu'il partait de ses régimes, de son pouvoir, il a laissé un budget de 5 milliards 700 millions de dollars. C'est parti d'où? Lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, nous avions une seule entreprise de télécommunications dans ce pays. Tout le monde n'avait pas accès à la télécommunication. Grâce à la politique du président Joseph Kabila d'améliorer le climat des affaires, il y a des investisseurs qui sont venus dans ce secteur. Au nom de tous ces acquis-là, devons-nous fermer les yeux sur ce qui n'a pas marché? Non, au nom de tous ces acquis-là, nous devons aujourd'hui jouer le jeu démocratique. Le président Joseph Kabila a eu son temps. Il avait la faveur du peuple congolais en 2006, en 2011. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui est président de la République. Il doit profiter de tout ce qui est positif réalisé par le président Joseph Kabila, capitaliser, garder les caps pour améliorer ce qui n'a pas été. Alors c'est comme ça que nous disons, nous sommes en démocratie, nous avons fait notre temps, le peuple congolais a, au regard de ce que nous avons fait, décidé lors des dernières élections, c'est lui qui est là, il sera aussi... Donc voilà pourquoi je dis, mais au nom de tout ça, au nom de ce que vous avez fait, il faut faire un tabula rasa du passé, des aspects négatifs qui n'ont pas eu à marcher pendant l'époque de Kabila. Je donne un exemple, Kabila a été accusé dans un rapport de Panama Papers d'enrichissement illicite. Est-ce que devons-nous pas, oui ou non, fouiner dans le passé pour voir ce qu'il a été fait ou si la population n'a pas été volée pendant l'époque Kabila? Jusqu'aujourd'hui, c'est facile pour tout le monde
de porter des accusations sur des personnalités, sur telle ou telle autre personnalité, mais il est difficile de documenter ces accusations. Peut-être ouvrir une enquête pour savoir plus et se laver peut-être la personne parce que ça fait des années. L'histoire des Panama Papers, nous savons qui était derrière ça. N'oubliez pas que nous avons eu des combats avec les impérialistes, avec les ennemis du pays, lorsqu'il était question de procéder à la modification du code minier, parce que le code minier dans l'ancienne configuration était plus favorable à la communauté internationale qu'à la population congolaise, ce qui justifie en grande partie le fait qu'on n'a pas pu beaucoup réaliser dans ces pays parce que le recette ou les avantages du code minier étaient plus bénéfiques ou profitaient beaucoup plus à la communauté internationale qu'à nos compatriotes. C'est comme ça que nous avions réfléchi à l'époque, la majorité présidentielle, nous avions proposé au président Kabila qui avait soutenu la démarche et c'était pour la première fois de ma vie, en dehors de ce que nous voyons dans les clips et dans les films, de voir les jets atterrir à l'aéroport d'Ndjili où il y avait tous les multinationaux qui sont venus faire pression pour qu'on ne puisse pas modifier le code minier et c'est comme ça qu'ils se sont mis dans une campagne de diabolisation contre celui qui était garant des intérêts de la population. On parle peut-être pas Panama Papers, mais on va pas faire non plus la publicité du pasteur Mukuna, qui pour certains est déjà bien trempé, qui a d'autres problèmes à résoudre déjà. Il y a la problématique de la fosse commune, des Bundudi à Congo, qui seraient massacrés pendant le régime Kabila. Peut-être qu'il est temps qu'on puisse le laver de tout soupçon en ouvrant peut-être une instruction judiciaire pour qu'enfin qu'on puisse passer à autre chose, qu'on ne puisse pas tout le temps revenir sur pas tout le temps lui coller à la peau ce qui s'est passé pendant ce temps. Non, je pense que faire une lecture de cette manière-là, d'ailleurs de manière sélective, de cette façon-là, c'est pas bon. Dans la mesure on revient quand même sur les griefs du pasteur Mukuna, c'est ce qui est reproché. Il faut toujours contextualiser les circonstances. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire il y a quelques mois, nous avons vu, on a tué les adeptes de Bundudi à Congo, à Songololo, si je ne m'abuse pas. Et même lorsqu'on a lancé l'assaut pour mettre les adeptes et les leaders de Bundudi à Congo ici à ma campagne, il y a eu des morts de part et d'autre. On ne peut pas imputer cela un jour au président Tshisekedi. Parce qu'il ne faudra pas aujourd'hui penser que lorsque vous-même vous avez vu qu'on a arrêté Nimona Nsemi, vous avez vu comment la population a crié. Merci, vous avez bien fait. Et la preuve est que la population a montré sa colère. C'est dans les mêmes circonstances ou dans les mêmes contextes que les forces de l'ordre à l'époque, pas les présidents Joseph Kabila, mais les forces de l'ordre à l'époque avaient tout fait pour mettre... de manière disproportionnée comme on l'a eu à le décrier aujourd'hui, lors de l'assaut. Vous avez entendu parler de l'affaire des Gédéons. Je ne suis pas en train de défendre tous ces mouvements qui s'égarent en fait des principes de la logique et qui veulent museler notre population. Vous avez vu comment on a tué les gens parce qu'on voulait neutraliser quelques adeptes de Kyungu Gédéon. Il y a eu des morts. Est-ce que ces morts-là, nous allons dire que c'est le président Tshisekedi qui l'a fait? Non, ce sont les forces de l'ordre parce qu'il n'y avait pas une autre option. Lorsqu'on essaie... Qui répondent d'un chef? Oui, mais qui répondent d'un chef, mais ce qui est vrai, vous savez, ce qu'on appelle la légitime défense. Il fallait sécuriser la population. Il y a aussi l'usage, ce que je viens de dire, disproportionné. Oui, il faudrait des enquêtes. Vous êtes en face, vous avez des mitraillettes, vous êtes en face des gens qui ont des machettes ou qui ne sont presque pas armés. Voilà. Bon, lorsque quelqu'un entre dans votre maison pour voler, parce qu'il n'a pas une arme, il n'a pas une machette à main, vous allez le laisser parce que vous allez dire, si je jette de l'eau chaude, il va se brûler, on va me dire que j'avais utilisé une force disproportionnelle parce que lui n'avait pas de l'eau entre ses mains. Non, je pense que lorsque la sécurité est agressée, lorsque la sécurité de la population est agressée, je pense que le service de sécurité peut évaluer quelles sont les armes ou bien quels sont les mécanismes qu'il faut utiliser pour neutraliser celui qui vient troubler l'ordre. Dans la plainte, dans la fameuse plainte de Pasteur Ngouimoun, on parle de l'affaire Kamwina Sapo. C'est vrai, c'est 10 griefs comme ça. On se dit, mais il est quand même temps que Kabila puisse pas peut-être se justifier. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'affaire Kamwina Nsapu. Mais moi, je suis complet pour parler de l'histoire de Kamwina Nsapu parce que moi, je suis allé même dans les villages de Kamwina Nsapu. J'ai essayé de poser la question. C'est une guerre. C'est une guerre fratricide, une guerre entre des familles, et puis ça a dégénéré. Et puis finalement, on ne peut pas mettre ça sur le dos d'un ancien chef d'État, encore moins sur le dos d'un. Mais on sait qu'aussi à l'époque, on avait incriminé certains
certains partisans de l'actuel parti au pouvoir, le DPS, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Donc il y a eu quand même des ficelles des politiques qui ont été... Les ficelles, c'est lorsqu'on commence à politiser l'affaire. On commence à faire des communications pour s'attirer la faveur de la population. Mais lorsqu'on veut examiner le dossier dans les fonds, on trouve qu'il n'y avait rien. Et tout ce que nous avons entendu, ce n'était que des déclarations d'existence. En tout cas, certains proches de Kabila ont été sanctionnés par rapport à cette affaire. Non, c'est comme ça que je dis. Nous étions déjà dans une situation où qui ont sanctionné qui? Vous voulez parler de l'Union européenne. L'Union européenne a sanctionné les collaborateurs du président Joseph Kabila, tout simplement parce qu'il y a quelques acteurs de cette organisation ou cette structure qui n'étaient pas d'accord avec, par exemple, la révisitation du code minier. C'était tout à fait, ça devenait une pression politique, ça n'avait rien avec des sanctions. Pour qu'on sanctionne quelqu'un en droit, même si je ne suis pas juriste, on doit quand même écouter la personne, on doit documenter les faits pour arriver à la sanction. Alors ça, c'était juste des choses politiques pour faire une quelconque pression sur les collaborateurs du président Kabila et les faire fléchir sur une certaine démarche. Donc pour un peu essayer de clôturer cette partie, on peut dire que 18 ans après, Kabila n'a rien à se reprocher, Kabila a les mains propres et qu'il ne mérite pas des poursuites judiciaires et qu'on doit, comme l'a dit l'actuel président, on n'a pas besoin de fuiner dans le passé. 18 ans après, le président Joseph Kabila a amené notre pays sur la trajectoire du développement. Évidemment, aujourd'hui, on parle des sauts des moutons. Ces sauts des moutons sont construits sur des routes qui ont été construites par le président Joseph Kabila. 18 ans après, le président Joseph Kabila a amélioré le climat des affaires. 18 ans après, dans ces pays où nous connaissions nos parents, les membres des familles de nos proches, qui circulaient avec des cercueils dans le boulevard ici, réclamant 46 mois de impayement de salaire, par-ci, par-là. Et lorsque le président Joseph Kabila est parti, tout cela n'existait plus, il n'y en avait plus. Le président Joseph Kabila est parti, il laisse une constitution qu'il a promulguée, c'est un héritage pour notre pays. Et le président Joseph Kabila est aujourd'hui le père de l'indépendance, de l'alternance et de la démocratie dans notre pays. 18 ans après, le président Joseph Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, il ne faut pas chercher la perfection en Joseph Kabila. La perfection, on la trouve chez Dieu. Le président Joseph Kabila, comme tout être humain, il a un bilan. C'est trop facile quand même, hein, si on se dit ça. Mais en attendant, est-ce que vous n'avez pas, vous ne pensez pas que cette démarche peut ouvrir des enquêtes au niveau international contre Joseph Kabila? Beaucoup n'attendent que ça et beaucoup espèrent ça. Non, ça, ce sont des projections. Même les avocats des criminels croient qu'après la défense, les criminels seront peut-être innocentés. Et c'est comme ça que j'ai dit, c'est pas parce qu'on est avocat qu'on croit sur la parole de l'évangile. On croit plutôt sur des appartenances tribales et politiques. Donc ni Kabila ni sa famille politique ou biologique ne seront inquiétés en tout cas. Nous sommes dans un pays démocratique, nous avons une constitution qui définit les mécanismes qui règlent tous ces conflits-là. On parle d'un autre projet, je suis tentée de, en tout cas il faut qu'on en parle quand même, de procès Vital Kamerhe. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est ça l'état de droit l'état de droit prôné par l'actuel président? Bon, à ce stade, je n'aimerais pas parler de l'état des droits. Nous avons vu l'ouverture de, je ne suis pas juriste, c'est pas les mots qu'il faut, l'ouverture de l'instruction. Et ce que nous avons vécu hier, ça n'a rien à voir avec un état des droits, mais nous avons vu que les avocats du présumé Kamerhe ont sollicité un peu de temps pour avoir l'économie de tout ce qu'on reproche à Vital Kamerhe. Nous allons voir avec la suite des événements. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu du temps de Kabila en 18 ans. Aujourd'hui, il y a un procès d'un directeur de cabinet qui est en fonction. Ça va faire pratiquement un ou 2 mois qu'il est toujours directeur de cabinet. Et vous avez vu l'ouverture, c'est comme ça que je vous ai dit. Je souhaiterais qu'on en parle après peut-être la 2e ou la 3e séance, parce que le directeur de cabinet qui s'est trouvé être les prévenus dans l'affaire ici, il a cité d'autres collaborateurs du président de la République qui ne sont pas encore interpellés devant la barre. Donc c'est comme ça que nous disons, nous ne sommes qu'au début. Comment ça va se terminer? Je ne peux pas aujourd'hui dire d'un état des droits à partir du moment, il a dit hier, qu'il y avait d'autres personnes, notamment des superviseurs, il les a cités, et nous avons vu les documents. Il a parlé d'un coordonnateur qui s'est trouvé être l'ambassadeur itinérant du président de la République. Donc, lorsque nous allons voir comment le dossier sera orienté, et qui sera interpellé, qui sera condamné, à ce moment-là, nous pourrons nous prononcer, et
je vais finir par là pour dire que ce sont des contextes différents. N'empêche qu'il y a eu quand même beaucoup trop de procès qui n'ont jamais abouti, qui sont restés en suspens pendant l'ère Kabila quand même. Certains disaient qu'ils protégeaient les siens, ils punissaient peut-être différemment, mais ils livraient pas les siens à la justice. Non, écoutez, dans le règne du président Joseph Kabila, il y a des ministres qui ont été arrêtés, il y a des mandataires qui ont été arrêtés, j'en connais beaucoup. Un exemple? Bon, il y a beaucoup de mandataires. Bon, écoutez, parler des mandataires qui ont été arrêtés, je me rappelle que l'ancien DG de la SONAS, Herman Boyou, il a été arrêté avec son administrateur directeur technique. Je connais d'autres ministres qui ont fait la prison. Donc, je serais mal à l'aise de parler des hommes, je préfère parler des idées. D'accord, on voit, c'est un début, donc personne n'est à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde. Qui sait, peut-être que ça peut pousser l'actuel président à commencer à fuiner lentement, mais sûrement vers dans le passé. Je ne sais pas pourquoi vous retentissez, sinon vous revenez tout le temps sur fouiner. Écoute, on peut... Parce qu'on voit, si on voit un président livrer, entre guillemets, son directeur de cabinet, c'est-à-dire il peut... On peut avoir peur de fouiner si nous nous reprochons de quelque chose. Je vous ai dit qu'il y a des actes qui ont été posés en toute responsabilité comme des hommes d'État. Fouiner ou pas fouiner, le président Joseph Kabila a fait sa part. C'est le seul président en Afrique qui prend le pouvoir dans un pays qui n'était pas démocratique. Il a démocratisé les pays, il a organisé les élections, il a doté ces pays d'une constitution, il a réalisé beaucoup de choses sur le plan économique, sur le plan social. Il n'a pas atteint l'idéal comme nous le disons. Je vous ai dit, la perfection, il faut la trouver chez Dieu. Et il y a notre président qui est arrivé, et c'est lui qui est arrivé, qui puisse capitaliser ses atouts. Parce que le président actuel, il a prêté serment conformément à une constitution. Et lorsque nous étions en train de voter cette constitution, l'UDPS avait boycotté, avait rejeté cette constitution. C'est un acquis du président Joseph Kabila. Les gens ne croyaient pas que le président Joseph Kabila allait organiser les élections. Il a organisé les élections. C'est pour la première fois un président en Afrique comme partout au monde, il organise les élections. Et c'est lui qui a mis en place toutes les institutions de manière démocratique. On organise des élections. Il s'est choisi une majorité, puis bon voilà, paf, on arrive à la coalition, parlons-en. Là, maintenant, vous cherchez maintenant des faux fuyants. Le plus important, c'est qu'on organise les élections. Les gens n'ont pas cru, jusqu'en dernière minute. On a organisé les élections. Quelles et élections? Un candidat qui vient d'un parti politique, qui a fait plus de 32 ans dans l'opposition, remporte des élections. Ça, c'est une victoire pour la démocratie. Entre ne pas organiser des élections et organiser des élections bâclées, on se dit, mais bon. Donc, c'est vous qui allez assumer les responsabilités. Vous dites que le président a été élu dans les élections ont été organisées. C'est pas le président qui va le président lui-même avait accepté que les élections n'ont pas été organisées. Oh que si, le président lui-même a eu accepté que ça n'a pas été organisé dans des bonnes conditions. Donc, ok, ça c'est une information que vous me donnez. Voilà, non, les téléspectateurs, ils le savent. Parce qu'ils suivent vraiment le président de la République. Voilà, d'accord. On parle maintenant de cette coalition. En dents de scie. C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? C'est normal. Vous savez, que les gens se rendent dedans à chaque fois. C'est normal. Que les gens se donnent en spectacle. Bon, je ne vais pas entrer dans les considérations des gens, mais vous savez, lorsqu'on a des habitudes, hier, nous étions majorité présidentielle, habitué à gérer seul. Hier, le président Tshisekedi, qui était dans l'opposition, 37 ans, avec des méthodes de protestation. Aujourd'hui, la population congolaise, à travers les dernières élections, décide de donner sa faveur au président Tshisekedi comme président de la République. Et cette même population donne une faveur au président Joseph Kabila, qui est en train de partir, qui lui donne une majorité au niveau du Parlement. Donc la population nous impose de travailler ensemble. Il y a ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Le plus important, c'est les résultats. Ça vous prend 18 mois. Oui, les plus importants. Et vous savez, même dans un mariage, même à 10 ans, il y a toujours des petits problèmes. Même dans un mariage religieux, même des pasteurs, il y a toujours des problèmes. On vous dit, dans tous les mariages, il y a toujours des problèmes. Sauf que le devoir des résultats s'impose. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Le plus important, c'est les résultats. La finalité de cet accord. Les différents, il y en aura parce qu'il y a des gens qui avaient des habitudes de l'opposition. Nous avions les habitudes du pouvoir. Et aujourd'hui, nous devons nous accepter. Par moments, sur les chemins, il y a toujours des petits couacs. Même au sein de l'Église, il y a aussi des différends. Parlons de cette coalition qui semble tout politiser. Politiser l'administration parce que maintenant, peut-être l'administration, les entreprises publiques, parce que maintenant actuellement, pour nommer
par exemple les gens au niveau des entreprises publiques. Il faut que le comité de suivi des accords FCC-CACH se réunisse pour déterminer qui va prendre quoi, qui va prendre... Est-ce que c'est une bonne option, Lévi? C'est une bonne option. C'est une bonne option parce que n'importe qui ne peut pas devenir directeur général. On ne peut pas nommer n'importe qui président du conseil d'administration. Mais parce que nous sommes en coalition, cette coalition, c'est une expression populaire. La population congolaise a voulu que le président Tshisekedi et le président Kabila travaillent ensemble. Ok, parce que nous y sommes. Qui décide sur qui va être où? C'est comme ça qu'il faut une équipe composée des délégués du CACH et des délégués du FCC pour se mettre d'accord sur l'approche. Définir les critères. Organiser le concours aussi, comme Kabila a eu à le faire à un certain moment. Pourquoi n'est pas adopté cela pour les entreprises publiques? Pourquoi tout ramener aux politiques? C'est une proposition. C'est une proposition que vous faites. Qui ne semble pas être mise sur la table. C'est ça le problème aussi. C'est une proposition. Même en France, lorsqu'il faut désigner qui va être directeur général du Fonds monétaire international, comme c'est la France qui doit proposer les candidats, il n'y a pas de concours. On regarde dans les profils. Et c'est comme ça que je dis, le plus important... On est en international, là on parle, mais pas au au niveau local quand même. Au niveau local, il n'y a pas de concours pour être directeur général de Orange, par exemple. Il n'y a pas de concours pour être... Mais il n'y a pas non plus un comité de suivi entre la République en marche ou les Républicains pour essayer de désigner. Ils ne vivent pas en coalition. C'est ça la particularité de notre pays. Ils ne vivent pas en coalition. Ici, nous sommes en coalition. Le président de la République est d'une formation politique qui n'a pas la majorité au Parlement. La majorité au Parlement n'a pas la présidence de la République. Il faut de temps en temps se concerter. Ce que vous appelez comité de suivi, si vous voulez bien expliquer à la population, c'est un cadre de concertation sur des grandes options, sur des décisions à prendre. C'est normal et c'est légitime. Même pour faire un concours, il y a toujours des critères. Il y a des profils qu'on doit définir. Et c'est ça les rôles de ces comités de suivi. Donc au nom de la coalition, on doit tout politiser. Bon, ce que vous appelez politiser, moi j'appelle ça... On doit tout ramener au niveau des plateformes. Il faut une concertation. S'il n'y avait pas la coalition, on allait mettre en place une équipe de gens qui allaient travailler. Comme à l'époque, nous avions mis les copyreps pour organiser les concours. Les copyreps étaient composés des hommes et des femmes qui avaient défini les critères, qui avaient défini les principes, des termes de référence. Et c'est ce que les comités de suivi sont en train de faire. Malheureusement, vous donnez ça une connotation politique parce que ce sont des animateurs politiques. C'est pas nous qui donnons ça. Les comités de suivi sont constitués des politiques. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Malheureusement, ce sont eux les délégués des deux forces majeures. Le président de la République est politique. Le Premier ministre est politique. Le président de l'Assemblée nationale est politique. Les animateurs des institutions politiques sont politiques. La politique est une fonction parlante. Parce qu'il en est ainsi, il est tout à fait légitime que les acteurs du CACH et du FCC, de temps en temps, puissent se concerter sur des grandes options, sur des grandes décisions qui peuvent améliorer les véhicules quotidiens de la population. Et c'est tout à fait légitime que ces cas de concertation soient permanentes. Tout à l'heure, on parlait des ambitions des jeunes, surtout du PPRD, qui pour certains ont du mal à s'exprimer ou à démontrer qu'ils sont ambitieux. On le voit par exemple dans ce fameux comité de suivi. Les jeunes ne sont pratiquement pas représentés. C'est quoi votre place dans ces différents cadres de concertation? Aussi bien, d'ailleurs, on peut commencer au niveau du Front commun pour le Congo. Quand je vois au niveau de la coordination, il n'y a pratiquement pas de jeunes. On viendra certainement me dire la jeunesse est un état d'esprit, mais on voit la Ligue, on s'attendait peut-être à avoir les représentants des différentes ligues de jeunes et il n'y en a pas. Et pareil pour le cadre de comité de suivi. Bon. Qu'est-ce qui justifie l'absence des jeunes dans ces différents cadres? Ok, j'ai noté 4 questions dans cette question que vous venez formuler. J'ai subdivisé ça en 4 questions. La première question, c'est par rapport à la coordination du FCC. Vous ne voyez pas dans cette coordination des jeunes. Je vais vous informer que le FCC va procéder bientôt à la restructuration. Au jour d'aujourd'hui, il y a un seul animateur au niveau... Ça fait des mois qu'on parle de cette restructuration. Bon, c'est vrai que ça dépend de l'autorité morale. Ça va venir. Au jour d'aujourd'hui, le FCC a un seul animateur qui s'appelle les coordonnateurs Némi Moulania. Il n'a pas des adjoints, il n'a pas de structure. Attendez dans la nouvelle configuration, nous allons nous retrouver, vous allez me poser la question, si la jeunesse ne sera pas représentée. Ok, vous avez parlé des instances qui décident, je fais allusion au gouvernement particulièrement. Mon prédécesseur est membre du gouvernement. Et le comité qui a précédé les miens
a 2 membres au gouvernement. Il y a 2 membres du comité au gouvernement. C'est déjà, pour ce qui concerne les PPRD, c'est déjà beaucoup. Pour un parti politique qui a 14 membres au gouvernement, avoir 2 jeunes du comité. Pour un parti, on a vu le jeune se déployer sur le terrain, être dans tous les fronts, voire 2 et des postes de vice. On n'est pas à la Ligue des jeunes pour entretenir, on n'est pas à la Ligue des jeunes pour entretenir un conflit de génération. Le plus important, on ne met pas en avant la jeunesse, on met en avant d'abord la compétence. Et nous disons, dans un gouvernement de 14, nous avons, s'il vous plaît, nous avons 26 fédérations. Nous avons 26 fédérations au niveau du PPRD. Et dans chaque province, nous avons au moins une fédération. Il faut que toutes ces fédérations aussi puissent s'y retrouver. Nous avons des structures spécialisées telles que la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes. Nous avons un bureau politique, nous avons un comité national. Donc, il faut contenter tout le monde. Pour nous, nous pensons que c'est déjà un très bon début. Nous avons des jeunes mandataires qui sont directeurs généraux. Il y en a beaucoup dans ce pays. Donc, nous pensons que... Intérimaires? Non, pas des intérimaires. Les DG nommés par ordonnance par le président Joseph Kabila. Nous pensons que c'est un bon début. Nous allons continuer toujours à mettre en avant l'expérience, l'expertise et nos connaissances pour que nous soyons sélectionnés comme tels, non pas comme jeunes. Et surtout, il faut penser que la plupart de ceux qui arrivent à accéder à un certain poste ne sont pas forcément passés par la Ligue des jeunes. Vous ne produisez pas des... Non, moi je veux pas des cas concrets. Non, mais là maintenant c'est 2, mais on a eu à avoir un candidat président qui n'est pas passé par la Ligue de jeunes. Ramazani Chadari. On a eu le coordonnateur du FCC, l'actuel coordonnateur qui est du PPRD, si je ne me trompe pas, qui n'a pas eu forcément besoin, qui n'a pas eu à passer par la Ligue de jeunes. On se dit, mais à quoi ça se... Donnez-moi l'occasion de parler aussi de mon parti. J'ai beaucoup parlé de la Ligue des jeunes. Vous savez, le PPRD a un bureau politique. Le bureau politique du PPRD est composé de tous les membres du bureau politique que vous connaissez, notamment de la Ligue des jeunes et de la Ligue des femmes. Donc, la décision du bureau politique, c'est une décision concertée. Et lorsque le bureau politique... Imposé par l'autorité locale. Bon, ça c'est votre point de vue. Moi, je suis en train de parler à l'attention de téléspectateurs de Congo Web. On sait comment ça se passe quand même. C'est l'autorité qui a le moral, qui a le dernier mot. En tout cas, vous ne connaissez pas le président Joseph Kabila. Sinon, on n'aurait pas organisé les élections. Sinon, on a installé la dictature dans ces pays. Le président Joseph Kabila, c'est un grand démocrate. Et je vous dis que les options sont levées au niveau du bureau politique et toutes les décisions du bureau politique engagent également la Ligue des jeunes parce que la Ligue des jeunes est suffisamment représentée par son président au sein du bureau politique. Voilà, on va très bientôt terminer parce que là on va faire signe, c'est carrément la fin de cette émission. Les grands axes de votre présidence en quelques mots à la tête de la Ligue des jeunes. Je prends la Ligue des jeunes du PPRD dans un contexte particulier, dans un contexte de coalition. Je dois veiller, moi, en tant que chef de l'équipe de la Ligue des jeunes, je suis le capitaine de l'équipe. Je porte les brassards de la Ligue des jeunes du PPRD. Je ne suis pas casseur de tibia. Je suis en train de coordonner une équipe. Vous portez les brassards, pas le béret. Je suis le capitaine qui gère cette équipe, où il y a des défenseurs, où il y a des attaquants, pour que nous puissions, derrière le président Joseph Kabila, puissions donner une meilleure vie à nos compatriotes à travers cette coalition. Vous avez déjà imaginé le PPRD sans Kabila? Nous avons toujours considéré que le destin de ces pays, de notre parti, le PPRD, pourra se réaliser un jour. Vous avez déjà imaginé le PPRD sans Kabila? Je crois dans le destin, je vous ai toujours dit. Le président Joseph Kabila est très jeune. Vous savez, le président Joseph Kabila est très jeune. Il n'a pas encore 50 ans. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Vous avez déjà imaginé un jour avoir le PPRD sans Joseph Kabila? Le président Joseph Kabila est le visionnaire du parti. Le président Joseph Kabila est jeune. Le président Kabila est de ma génération. Comment aujourd'hui je peux dire à mes enfants, est-ce que vous pouvez penser une vie sans moi dans l'immédiat? C'est impossible. Le président Joseph Kabila, il a une vision pour ce pays. Il a la faveur et l'amour de la population congolaise. Nous pensons que sa vision pourra améliorer le quotidien de la population. Sage Kadima, merci d'avoir été de nôtre. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Écrivez-nous, appelez-nous pour vos différentes réactions. Laissez vos questions, laissez vos remarques. Vous allez nous suivre sur nos différentes plateformes. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en notre compagnie. On se dit au revoir et à très bientôt.